Notre invité ce matin, Éric Piolle, maire de Grenoble, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler élections, on va parler Covid, on va parler sécurité, beaucoup de sujets. 6 législatives partielles, premier tour dimanche dernier dans le Val-de-Marne. Très forte abstention. La candidate socialiste est arrivée en tête devant la candidate Europe Écologie Les Verts, Sandra Regol. Désistement ou pas? Est-ce que Sandra Regol va se retirer? Non, il y a deux candidats, donc c'est normal qu'il y ait un choix démocratique pour le deuxième tour. Ce qui est intéressant dans ces législatives partielles, c'est que sur les 6 législatives partielles, il y a 3 écologistes au deuxième tour, Frédéric Hilbert, Daphné Ravenot, Sandra Regol. Donc même si, comme toujours dans des partiels, le taux d'abstention est très haut. Les socialistes sont en colère, hein. Vous avez vu ça? Oui, je me rappelle qu'ils étaient déjà en colère. En disant, on ne comprend pas, et l'union à gauche. Mais il n'y a pas d'union puisqu'il y a 2 candidats de gauche au deuxième tour. En 2011, je me rappelle qu'à Villeurbanne, c'était déjà pareil. Béatrice Vessillier s'était maintenue face aux candidats socialistes et l'avait d'ailleurs emporté. Ça avait créé un scandale. Je crois que depuis, quand il y a 2 candidats de gauche, c'est normal qu'il y ait un choix démocratique au deuxième tour. Bien, Éric Piolle, est-ce que votre parti Europe Écologie Les Verts présentera un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle? Les écologistes, ils ont tranché ce week-end. Ils ont dit, OK, les présidentielles, évidemment, c'est important. Nous voulons y aller pour gagner. Nous voulons avoir une démarche collective qui permette d'avoir une vraie alternative à un duel Macron-Le Pen, de proposer un projet de société. Mais ce qu'ils ont dit ce week-end, c'est que la priorité, c'est les régionales. Nous sortons d'une séquence où les municipales ont bien marché, dans les grandes villes, mais aussi dans des villes moyennes et des villages. Et là, on se dit, dans les territoires, en Nouvelle-Aquitaine, en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, comment faire pour gagner, en PACA, comment faire pour être présent au deuxième tour et ne pas revoir ce qui s'est passé la dernière fois. C'est ça l'enjeu qui a été Éric clairement Piolle, je vais revenir sur les régionales, mais je vous repose la question. Est-ce qu'Europe Écologie Les Verts présentera un candidat ou une candidate à la présidentielle? Les écologistes ont tranché. On verra ça après les régionales. Et évidemment qu'il y aura il y aura un candidat qui portera l'écologie politique. C'est structurant et fondamental. Vous aurez un candidat à la présidentielle. L'arc humaniste aujourd'hui, cet espace qui doit transformer la société, il a besoin d'un candidat à la présidentielle. Pourquoi pas Piolle? Je dis pourquoi pas Piolle? Si je dis ça, c'est parce qu'un site a été lancé. Vous avez vu ça par des sympathisants, je sais pas, des admirateurs d'Éric Piolle. Pourquoi pas Piolle? Pourquoi pas? Vous me réinviterez au printemps prochain. Pourquoi pas? Au printemps prochain, vous déciderez? Oui, pour l'instant, notre mobilisation, elle est sur les régionales. Nous avons soutenu, moi j'ai soutenu les élus un peu partout. Vous déciderez au printemps prochain. Vous déciderez au printemps prochain. En ce qui vous concerne. Je travaille à un collectif. Et ce travail-là, vous travaillez à rassembler des énergies, bien sûr, parce que derrière vous, pour éventuellement vous présenter à la présidentielle. Pas forcément. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que se dire qu'on a besoin de construire un collectif. Personne n'est dupe. Vous avez envie d'être candidat à la présidentielle. Personne n'est dupe. Ce qui est sûr, c'est que ma détermination, elle est totale pour construire un espace de victoire en 2022. Je m'y engage, j'y suis engagé. Et si notre voix porte, et si ma voix porte aujourd'hui, c'est aussi le fait des résultats des municipales. Non, mais partout, de ce qu'ont fait les écologistes, mais aussi de ce qui s'est passé à Grenoble. Vous avez fait à Grenoble. Oui, parce qu'à Grenoble, en 2014, c'était nouveau la légitimité. Vous avez cette légitimité. Oui, et puis 6 ans après, j'ai connu moi aussi en début de mandat toutes les polémiques qui tombent sur les écolos là, les uns après les autres. Mais finalement, 6 ans plus tard, nous avions fait 29% au premier tour en 2014, nous avons fait 47%. C'est le score le plus important dans les villes de gauche en France, dans les grandes villes. Et je crois que ça, c'est aussi marquant du fait que accompagner le changement, c'est compliqué, ça crée de la tension, y compris pour soi-même, on est tous résistants au changement, mais que finalement, il y a ce cap, il est suivi par une majorité de citoyens. Désignation du candidat écologiste avec une primaire ou pas de primaire? C'est le mouvement et les dirigeants qui s'occuperont de cela. Éric Piolle. Entre-temps, Jean-Luc Mélenchon aura déclaré sa candidature. Est-ce que vous vous rangerez derrière lui? Jean-Luc, c'est lui qui décidera ce qu'il fera. Il a un rapport singulier. Il sera candidat à la France. Je ne sais pas. Je vais pas préempter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que il regardera. On échange. Je sais. Avec Jean-Luc Mélenchon. Je sais. Il a un rapport très fort, évidemment, à la France, à la nation, à ses idées, et il choisira, en son âme et conscience, qu'est-ce qui est le mieux pour le pays. Et je crois qu'il y aura sans doute effectivement 2 phases. Et il regardera ça au moment où la campagne se lancera vraiment. Quelle est la situation politique dans le pays? Est-ce que les écologistes doivent se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon? J'ai jamais vu, je crois, une évocation au sein d'Europe Écologie Les Verts de se dire est-ce qu'on se range derrière Jean-Luc Mélenchon? Je crois que ça n'a jamais été évoqué. Ça n'a jamais été évoqué, c'est inconcevable.
Je crois Politiquement qu'aujourd'hui, nous devons inconcevable. proposer un projet de société qui soit un projet d'accompagnement du changement fort. Et que Du rajeunissement, il y a à la du fois, changement, de nouvelles têtes, de nouveaux... oui, mais il y a aussi à la fois Oui. porter un projet qui soit un vrai projet de transformation et le porter avec une posture qui permette cet accompagnement du changement du plus grand nombre dont nous avons besoin. Alors, nous allons parler de vos idées, hein, Éric Piolle à travers mes questions, mais je voudrais revenir sur les 2-3 polémiques qui ont agité ces derniers temps. Le Tour de France, par exemple, polluant et machiste, c'est ce qu'a dit le maire de Lyon. Le directeur du Tour vend un spectacle aux Français. Je lis pour pas dire de bêtises. On ne leur donne pas de boulot et ils restent dans leur canapé à rêver à des exploits de type hyper dopé qui ne gagnent que parce qu'ils se font changer leur sang dans des cliniques. C'est l'adjoint Europe Écologie Les Verts au maire de Paris-Centre qui l'a déclaré. Je ne supporte pas ce mépris, a répliqué Yannick Jadot. Vous aussi, vous ne supportez pas ce mépris? J'adore le Tour de France, moi. Comme Yannick Jadot, Oui. j'adore le Tour de France. Je sais. Et le Tour de France, il évolue. Voilà, de Eugène Christophe, premier maillot jaune qui a été donné à Grenoble en 1919, de Louison Bobet dans les années 50, à la lutte contre le dopage dans les années 90 et 2000, qui continue. Le Tour de France, il est à la fois extraordinaire. Bon, après, pour les passionnés de sport comme moi, parce que on regarde le vélo. Les premières images, c'est le Tour de Fignon en 83, c'est la chute de Simon. C'est tout ça. Après, on a vu Lemon, le retour de Hinault, on a vu Indurain et tout ça. Donc il y a cette passion évidemment sportive pour quelques-uns, dont moi. Pour les autres, il y a l'image de la France, de ses paysages, l'image de l'effort également, qui est à la fois pour la France et pour le monde entier. Et après, il y a une évolution nécessaire, oui, sur la place des femmes, hein, les femmes objets, ça marque. Et je crois que le Tour a déjà évolué cette année là-dessus. La place du sport féminin, je crois que le Tour féminin peut avoir une audience comme le rugby féminin ou le foot féminin trouve une audience très forte. Et puis, évidemment, la question des déchets, on le sait, et nous, dans nos territoires de montagne, quand le Tour passe, on sait qu'il faut gérer les déchets, donc il y a un effort qui est fait sur la caravane. Maintenant, il faut faire aussi ce qui est autour, comment on émet moins de gaz à effet de serre, y compris le public, et comment on gère mieux les déchets. Je crois que Christian Prudhomme, il est au courant de ces défis. Nous, on dialogue, ne cassez pas ce qui rassemble. Depuis 2014, demander des évolutions. Je crois que le Tour a montré qu'il était en capacité de le faire. Il va continuer, il va s'adapter, je n'en doute pas. Bon, pas d'arbres morts dans votre ville de Grenoble? Vous faites comme à Bordeaux? On met des sapins. Alors Vous mettrez des sapins? On a changé. Oui. Bon, on en met, hein, je suis oui. aux manettes depuis 2014. Mais oui. On les prend de forêts de proximité, de forêts de Beldon, qui sont gérées de façon durable. Mais après, c'est l'important. C'est l'esprit de Noël, c'est l'esprit de fête. Nous, on s'est fait, je dis juste pour décaler, une autre polémique qu'on a eue, parce que les éclairages de Noël a été des très vieux éclairages à Grenoble, les illuminations de Noël, et donc extrêmement polluantes. Et donc on a dit, ça, on peut pas continuer, donc nous allons racheter progressivement des nouvelles illuminations de Noël qui soient moins polluantes. À l'époque, nous avons eu aussi une polémique sur dire, finalement, vous voulez plus éclairer la ville, c'est nul, ou il est où l'esprit de fête? Et on a dit, non, nous sommes pour l'esprit de fête, mais ça n'empêche pas de choisir des illuminations qui ne soient pas polluantes. Donc des polémiques comme ça, j'en ai connu, et c'est d'ailleurs ce que je partageais avec mes collègues maires. Est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'à travers ces polémiques, vous donnez l'image, je parle de ces maires écologistes, qui donneraient l'image d'une écologie punitive, encore une fois? Surtout que c'est pour moi. Non, je ne sais pas, moi. Pour moi, c'est un système un peu. Nous devrions nous repentir de tous nos péchés contre l'environnement. Mais vous avez lu ça, je suis pas très branché sur la culpabilité. Non, ce qui m'amuse, c'est que dans ces polémiques, d'abord, j'ai vécu la même chose. Même la cravate, vous voyez, c'était une atteinte à la dignité de la fonction en 2014. C'est vrai. 6 ans plus tard, plus personne n'en parle. Donc on a vécu ça, on vivra ça encore. Ce qui est amusant, c'est que c'est un système finalement qui est complètement défensif. Ce néolibéralisme est complètement défensif, et du coup, il attaque. Alors il attaque sur des trucs totalement réduits en termes d'impact. On ne parle plus des intempéries cévenoles, on ne parle plus des incendies de l'Amazonie, qui sont plus importantes de l'année dernière. Depuis que je suis né. Oui, enfin là, cette année, ça a été dur quand même. Les incendies de l'Amazonie. En 58. Les incendies de l'Amazonie, l'année dernière, c'était Macron à Biarritz, nous ne pouvons pas laisser brûler l'Amazonie, machin, tout ça. Un an plus tard, vous l'avez entendu parler de l'incendie en Amazonie? Il est en train d'interpeller Bolsonaro, il est en train de réunir le G20 pour voir comment on peut faire pression pour l'Amazonie? Non, il s'en fout complet. Sur la banquise là atteint un point bas. Donc à la fois chez nous, nous voyons les conséquences du dérèglement climatique, ces conséquences sociales qui sont majeures. Dans le monde, nous le voyons. Et puis derrière, ceux qui attaquent, au lieu de dire, voilà, il nous faut faire évoluer le système, ils disent, ouh là là, attention, les gars, ils sont tristes, c'est des Khmers verts, des ayatollahs, machin. Avant, on était des utopiques, qui n'avaient pas le pouvoir. Maintenant, on est des ayatollahs et des Khmers verts. L'écotaxe, par exemple, sur certains billets d'avion, vous y êtes favorable ou pas? Bien sûr.
Sur l'aviation. Même si ça risque de coûter 4 milliards d'euros aux compagnies aériennes, même si ça va détruire 120 000 à 150 000 emplois. Je reprends les chiffres du ministre des Transports. Hein, Mais il s'emballe un peu. La question, c'est est-ce qu'on subit ou est-ce qu'on anticipe sur l'aviation? Là, le nombre de vols a été divisé par 3. C'est pas à cause des écolos, c'est à cause du Covid. Bon, ok. Est-ce qu'on pense que le trafic aérien va continuer à exploser? Ils nous disent non, le niveau de trafic aérien, quand bien même il reprenait, pas de retour au niveau de 2019 avant 2025. Donc la question, c'est est-ce qu'on subit ces changements ou est-ce qu'on anticipe? Comment on fait pour accompagner? Je vous rappelle quand même que nous vivons chaque année un plan social dont personne ne parle, c'est que entre 5 et 10 000 agriculteurs cessent leur activité chaque année. Entre 5 et 10 000 chaque année. C'est-à-dire sur les 6 dernières années, c'est 60 000 personnes. Vous avez vu un plan d'aide pour accompagner la transformation du monde agricole? Non, on en parle. Voilà. Comment faire pour que la politique agricole commune européenne accompagne ces changements? Non. Par contre, balancer 10 milliards pour se dire qu'on va continuer à faire des avions entre Paris et Bordeaux. J'ai vu le président de la Nouvelle-Aquitaine qui voulait relancer les avions entre Paris et Bordeaux, là où le TGV met 2 heures. Est-ce que vraiment ça a du sens? Éric Piolle, 2 repas végétariens par semaine dans les écoles à Grenoble? Oui. Ça y est? Oui, on y est. Et puis, une promesse, enfin plus qu'une promesse, c'était une promesse, une alternative végétarienne chaque jour, chaque repas, tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que dans les écoles de Grenoble, on peut choisir de manger végétarien tous les jours. Oui, de façon équilibrée. Nous avons une nutritionniste, une diététicienne qui conçoit les repas et les 2 repas végétariens. À la fois, nous savons qu'il nous faut réduire notre consommation de viande. À la fois, la viande que nous achetons, nous voulons l'acheter à des éleveurs locaux, des petits éleveurs, que ça corresponde au développement de l'agriculture que nous souhaitons. Et puis aussi, on sait qu'on développe le bio. On est maintenant à 60% de bio local dans les cantines de Grenoble. Nous voulons atteindre les 100%. La réduction de la consommation de viande, ça permet aussi de faire quelques économies qui permettent d'acheter du bio plus cher parce qu'il faut rémunérer les agriculteurs correctement. Et dans les écoles, on s'habille d'une façon républicaine à Grenoble. Comment comprenez-vous ce qu'a dit le ministre de l'Éducation nationale? D'abord, est-ce que le problème, c'est les crop top? Je ne sais pas. Est-ce que finalement, pour certains et pour Blanquer, on a l'impression que le problème, c'est le nombril des filles? Moi, je pense que le problème, c'est le regard des hommes. Est-ce que c'est le nombril des filles? Non, moi je dis c'est le regard des hommes. Et certains, là où certains sont obsédés finalement par le corps des femmes, moi je suis obsédé par les droits des femmes. Voilà. Ma mobilisation, elle est là-dessus. Donc tout le reste, savoir comment on doit s'habiller, est-ce que c'est provoquant, pas provoquant. En fait, changeons le regard des hommes sur le corps des femmes et vous verrez qu'on n'aura plus de problème pour savoir s'il faut voir un nombril ou pas. Est-ce que c'est indécent? Est-ce que c'est la taille des jupes? Est-ce que, bon, ces débats, ils sont sempiternels. En fait, que les femmes s'habillent comme elles veulent et éduquons les hommes dès le plus jeune âge pour pas qu'ils regardent les femmes avec un regard finalement de femme-objet. La 5G. Vous demandez un moratoire sur le développement de la 5G. J'ai écouté Yannick Jadot, il n'est pas tout à fait sur la même ligne que vous. Si, il a signé. Enfin, il est favorable, oui, mais il est favorable à la 5G. Hein. Mais il dit qu'il faut absolument que ce soit des opérateurs européens qui conduisent. Je le dis aussi, bien sûr. Mais il a signé, mais enfin, je n'ai pas l'impression qu'il soit très engagé. Mais bien sûr que si, on fait partie de la même équipe avec Yannick Jadot, donc vous n'allez pas... Avec vos différences, Éric Piolle. On fait partie de la même équipe. Qui sont importantes. Voilà. Et vous êtes rivaux. Et sur la 5G, et vous êtes rivaux. Ce qu'on peut noter, c'est que j'ai lancé le débat effectivement en juillet avec une phrase qui a fait un peu polémique, évidemment. Mais n'empêche que ça a lancé un débat national, donc ça c'est intéressant. La Convention citoyenne climat avait demandé un moratoire, Macron avait dit oui. Et finalement, il revient 2 mois plus tard en disant oui, certes j'ai dit oui, mais en fait on s'en fout, c'est des amiches. Hein. Mais bon, on va quand même pas arrêter la techno. Ouais. Nous disons la techno. Qu'est-ce que vous dites? Nous on dit la techno, en fait, elle est toujours au service d'une aspiration. Si cette aspiration c'est le capitalisme consumériste, eh ben ça produit potentiellement n'importe quoi. Moi sur le numérique, j'ai envie d'équiper tous les Français avant d'équiper les frigos des Français du centre-ville. Mais quelle est la différence? On pourra rester équipé en 2G, 3G, 4G sans mais aujourd'hui, les zones blanches, il y en a plein. Non, mais évidemment. Il y en a plein. Donc, et où c'est qu'ils vont mettre leurs appareils, la 5G? Ils vont les mettre dans les centres-villes déjà ultra connectés. Il y a une rupture d'égalité du territoire. Mais elle existe. On nous dit ça va être super pour la télémédecine, mais la télémédecine... Télétravail, téléenseignement, télémédecine... Mais tous ces gens-là, ils ne sont pas en ville. Le télétravail et la télémédecine, c'est justement pour les gens qui sont un peu loin. Les gens qui sont un peu loin, aujourd'hui, il y en a plein qui sont dans les zones blanches. La 5G, ils ne la verront pas. Ils la verront dans perpète. Il y en a plein qui n'ont pas encore la 3G.
Donc équipons d'abord tous les Français sur le numérique avant d'avoir cette espèce de Moi, fuite je en me avant. souviens, en 2014, je recevais une responsable d'Europe Écologie Les Verts qui demandait un moratoire sur le Wi-Fi. Oui, je me souviens de ça. Non, je vous dis ça parce que je me méfie des moratoires qui freinent parfois l'évolution normale, naturelle du progrès. C'est normal et naturel. Est-ce que c'est normal et naturel? Alors, je vous pose la question. Est-ce que nous avons besoin ou pas de la 5G? Économiquement, est-ce que nous avons besoin de la 5G? Pour échanger 1000 fois plus. Est-ce que les entreprises ont besoin de la 5G? Les entreprises aujourd'hui, elles ont besoin du numérique pour que dans une zone d'activité, même à 10 bornes de Grenoble, un architecte, du découpage industriel de métal qui échange des plans, ils puissent le faire. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas encore le faire partout. Donc pour les entreprises, elles ont besoin d'une solution. Même si partout dans le monde, on développe numérique. la 5G. Partout dans le monde, il va y avoir ces mêmes questions. En Allemagne, par exemple, partout dans le monde, l'Allemagne a déjà pris un an d'avance sur la France. Je ne parle même pas des États-Unis, qui sont très en avance sur nous. Le numérique, les émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, c'est 4% qui sont liés au numérique. En 2025, on nous dit que c'est 8%. Ça va doubler en 5 ans. La question, c'est une question de cohérence. Ayons le débat pour dire comment nous pouvons faire évoluer cela et maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre, maîtriser nos données géostratégiques, maîtriser les vous demandez enjeux. Un moratoire pour combien de temps? Déjà, qu'on ait un débat public. Oui. Nous, vous savez, ils sont venus... il est là, le débat public, non? Il vient de s'installer. Mais sauf que pour l'instant, il n'y a pas de débat, puisqu'il nous dit, il y a les Amish qui ne veulent pas, et puis il y a finalement les progressistes qui veulent savoir combien il y a de yaourts dans leur frigo depuis leur voiture autonome, en centre-ville, au centre de Paris, au centre des grandes métropoles, parce qu'ailleurs, avant qu'ils voient effectivement la technologie pour permettre d'avoir tous ces objets connectés, il sera loin dans le futur. Bien, Éric Piolle, vous avez rencontré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier. Vous avez obtenu, j'ai vu, 13 ou 14 policiers de plus, 3%, c'est toujours bien. Oui, mais c'est bien. Depuis 2014, je demande des effectifs en plus. Donc, est-ce que vous avez augmenté 3% d'effectifs, c'est bien. Est-ce que vous allez augmenter le nombre de policiers municipaux à Grenoble? Pour l'instant, on a augmenté nos équipes de nuit. On a rajouté une équipe de nuit il y a 2 ans. Le nombre de policiers municipaux. Aujourd'hui, le nombre de policiers municipaux, partout en France, en fait, il a été en augmentation ces 20 dernières années. Mais à Grenoble... Là où la police nationale, elle, a baissé depuis 20 ans de plus d'un quart ses effectifs. Mais vous allez renforcer les effectifs de la police municipale ou pas? Non, aujourd'hui, nous avons une équipe de 100 personnes, c'est une des plus importantes de France. Et aujourd'hui, là où il y a eu une baisse d'effectifs, la police à Grenoble, la police municipale, elle a augmenté ces dernières années en effectifs. Sur l'échelle de 20 ans, elle a même augmenté extrêmement fortement. La police nationale a baissé. Moi, je dis au ministre de l'Intérieur, nous avions un point d'accord là-dessus, nous voulons des effectifs de police nationale supplémentaires. Donc ça, c'est un point d'accord. Voilà. Il y avait un deuxième point d'accord, c'est qu'il m'a dit, oui, nous sommes en échec, je suis en échec face au trafic de drogue. Et c'est pas polémique de dire ça, puisque ses prédécesseurs l'étaient tout autant. Donc nous avons 2 points d'accord. Un échec sur les politiques face à la drogue. 2, le fait qu'il nous faut plus de policiers supplémentaires. Alors, nombre de caméras de vidéoprotection, vous allez les augmenter ou pas? Parce qu'il y en a très peu à Grenoble. Il y en a très peu. Il y en a presque 2000. Il y en a dans les transports en commun, dans les moins que dans beaucoup d'autres villes. Dans l'espace public, il y en a aujourd'hui effectivement 90. Et nous voulons en rajouter, notamment parce que... Vous allez en rajouter. Nous voulons notamment en rajouter pour les zones à faible émission. Nous étions jeudi en réunion avec Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, pour demander qu'on puisse utiliser le vidéocontrôle pour les zones à faible émission et lutter contre la pollution de l'air. Donc vous voyez que nous pouvons avoir des objectifs. Mais j'écoutais partagés hier sur RMC et BFM TV des témoignages de policiers municipaux grenoblois. Voilà ce qu'ils disaient: je n'ai pas les moyens pour mes missions, je n'ai pas d'armes à feu, on nous demande de fermer les yeux, la ville préfère verbaliser les véhicules plutôt que d'aller dans les quartiers. Plusieurs témoignages. 2. Oui, 2. Bah oui, mais c'est déjà pas mal, non? Non, mais il y a notre police municipale, nous l'avons dotée, nous l'avons équipée de moyens d'entraînement. Nous avons fait un dojo qui accueille d'ailleurs d'autres forces de sécurité parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'entraîner. Et donc nous, on leur a dit, voilà, il nous faut les moyens. Nous avons travaillé avec eux pendant 1 an pour savoir quel armement convenait à leur mission. Nous avons abouti, il y a 2 ans de cela. Pas question des armées, donc. Si, ils sont armés de pistolets à impulsion électrique. Parce qu'à l'issue de ce travail d'1 an, on a dit OK, pour que vous puissiez remplir vos missions correctement, nous avons changé les gilets pare-balles et nous les avons dotés de caméras piétons. Donc ils sont équipés de caméras piétons et ils sont équipés de pistolets à impulsion électrique. Voilà. Donc effectivement, nous avons fait un travail qui est un travail
qui n'est pas tape à l'œil, hein, qui est un travail de fond pour qu'ils puissent exercer correctement leur mission. Est-ce que vous savez que, je reviens sur l'armement 2 minutes. Oui. Vous savez que la question des interventions de la police nationale sur des missions difficiles, aujourd'hui, c'est pas des policiers lambda qui y vont. Oui. Ils sont armés pourtant. Oui. Mais la police nationale ne les envoie pas, les équipages de police. Les seuls qui vont faire des interventions dans des quartiers un peu compliqués, sur des opérations compliquées, c'est la BST et c'est la BAC. Donc même au sein de la police nationale, même ceux qui sont armés, ils disent « Ouh là là, c'est pas parce qu'on est armé qu'on peut aller partout. » Est-ce que le trafic de drogue pourrit franchement la vie d'habitants de certains, de certains quartiers, vraiment. Bien sûr. Que faire alors? Que faire? Quelle solution avez-vous? Les coups de menton des ministres de l'Intérieur successifs viennent stigmatiser. Mais alors, quelle solution avez-vous? Parce que les coups de menton, ça ne marche pas, dites-vous. Alors, quelle solution? Il y a une politique en 3 points. Il faut faire de la prévention, notamment sur la santé. La santé est un droit, donc de la prévention. Il n'y en a pas en France sur la consommation de drogue. Et il faut faire de la répression, évidemment. Et il faut faire de la solidarité, parce qu'on ne peut pas, finalement, avancer sans égalité républicaine et une demande d'égalité, de sécurité, également dans ces quartiers. Les habitants, c'est là où se passe le trafic de drogue, c'est les premières victimes. Et en plus, ils viennent voir les ministres qui leur disent « Ah bah tiens, en plus, vous allez avoir du mal à trouver du boulot parce que je viens mettre 100 balles sur votre quartier. Donc quand on verra maintenant votre adresse, on dira « Ouh là, c'est compliqué ». Éric Piolle, j'ai 2 questions pour terminer, 2 questions directes. Est-ce que Emmanuel Macron va s'exprimer sur les séparatismes à Grenoble le 2 octobre prochain? C'est pas prévu, vous ne savez pas? Non, je vous pose la question parce que ce n'est plus Lunel. Donc ça pourrait être Grenoble. Je ne sais pas où il sera pour faire cela. Ce que je constate, c'est que cette République, un bloc de la République qu'il a exprimé à l'occasion des 150 ans de la Troisième République, pour moi, il fait fausse route. C'est une logique d'empire qui crée des exclus, qui crée les marges de l'empire et qui produit en fait des exclus. La République, c'est ce que disait Gambetta. Vous savez, c'est pas là pour constater les égaux, constater qu'on est tous égaux. C'est là pour faire que nous soyons tous égaux. Et donc dans cette logique-là, je pense qu'il se trompe d'histoire. Et la République, effectivement, ce n'est pas un bloc, c'est au contraire un champ de bataille, un débat, un rapport à la nation, qui est un rapport de 1 à chacun. C'est comme ça que nous avons fait la France, entre les Cévenols, entre les Basques, les Béarnais, les Bretons, les Corses. C'est comme ça que nous avons fait la France et il faut ne jamais oublier le fait que nous ne sommes pas une nation qui est une nation ethnique, nous sommes une nation de citoyens. Alors, dernière question, Éric Piolle. Est-ce que si Anne Hidalgo est candidate à la présidentielle, vous vous effacerez? C'est toujours non, mais parce que on est parti dans la présidentielle, vous le savez bien. Les échéances prochaines, c'est les régionales. Oui, d'accord. Le reste, la présidentielle, avec un accord à gauche du jour. Avec un accord à gauche partout. Je sais pas, on verra, j'espère. Bon. Sur la présidentielle, ce qui est sûr, c'est que le temps d'aujourd'hui, c'est le temps de la construction du collectif. Le temps de l'incarnation, il viendra après. Merci Éric Piolle, 8h56.